Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je poursuis la lecture de Les âmes mortes de Nicolas Gogol. Nous en étions toujours à la première partie, chapitre 6, et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci. De quelle utilité pouvait bien être à Pliouchkine une telle avalanche de semblables objets ? Durant toute sa vie, il n'aurait pu en tirer parti. Eût-il même possédé 2 domaines comme le sien. Pourtant cela ne lui suffisait pas. Il parcourait tous les jours les rues de son village, regardait sous les ponceaux, les passerelles et tout ce qui lui tombait sous la main. Vieilles semelles, chiffons, clous, tessons. Il l'emportait chez lui, au tas que Tchitchikov avait vu dans un coin. Voilà le chiffonnier qui fait sa tournée, disaient les paysans en le voyant partir en chasse. Effectivement, il ne restait rien à balayer après lui. Qu'un officier de passage perdit un éperon, l'éperon allait grossir le temps en question. Une paysanne oubliait-elle son seau au bord du puits, il chipait le seau. Du reste, quand un moujik vigilant le prenait sur le fait, il reconstituait sans discuter le corps du délit. Mais si celui-ci avait rejoint le tas, c'en était fait. Il jurait que c'était son bien, acheté à telle date, à un tel ou hérité de son aïeul. Dans sa chambre, il ramassait tout ce qu'il apercevait au plancher. Plumes, bouts de papier, monceaux de cire, et le posait sur le bureau ou sur la fenêtre. Autrefois, pourtant, cet homme n'était qu'un père de famille économe, chez qui ses voisins venaient dîner, apprendre l'épargne, la bonne administration. Tout chez lui débordait d'activité. Tout s'accomplissait d'un train régulier. Les moulins, les fouleries marchaient, les fabriques de draps, les ateliers de menuiserie et de tissage fonctionnaient. Partout pénétrait l'œil vigilant du maître qui, pareil à une laborieuse araignée, inspectant sa toile, circulait, affairé sur toute l'étendue de son domaine. Ses traits ne reflétaient pas de sentiments violents, mais l'intelligence se lisait dans ses yeux. Ses propos décelaient l'expérience et la connaissance du monde. On prenait plaisir à l'écouter. L'affable maîtresse de maison était réputée pour son hospitalité. 2 gentilles jeunes femmes blondes, fraîches comme des roses, accueillaient les visiteurs, ainsi que le fils de la maison. Un gamin déluré, qui embrassait tout le monde, sans se soucier si cela plaisait ou non. Aucune fenêtre n'était condamnée. À l'entresol habitait le précepteur français, toujours rasé de frais, et grand chasseur. Il rapportait régulièrement pour le dîner des coqs de bruyère, des canards sauvages, ou seulement des œufs de moineau, dont on lui confectionnait une omelette qu'il était seul à déguster. Une institutrice, sa compatriote, était aussi logée à l'entresol. Le maître du logis venait à table en redingote, un peu usagée, mais décente, sans rapiéçure, ni reprise au coude. Mais la bonne hôtesse mourut. Une partie des clés et en même temps des menus soucis du ménage échurent à Pliouchkine, dont le caractère s'aigrit, comme tous les veufs. Il devint plus méfiant et plus chiche. Il ne pouvait complètement se fier à sa fille aînée, Alexandra Stepanovna, à juste titre d'ailleurs, car la donzelle prit bientôt la fuite avec un capitaine de cavalerie, Dieu sait de quel régiment, et l'épousa, au pied levé, dans une misérable église, sachant que son père détestait les officiers, en qui une étrange prévention lui faisait voir des joueurs et des bourreaux d'argent. Le père lui donna comme viatique sa malédiction, mais ne daigna pas la poursuivre. La maison se vida. Le maître donna des signes de plus en plus évidents d'avarice. Il se livra d'autant plus à cette passion que ses cheveux grisonnaient chaque jour davantage. Lésine et tête chenuffon, on le sait, bon ménage. Soupçonnée de complicité dans l'enlèvement d'Alexandra Stepanovna, l'institutrice fut remerciée. Le précepteur reçut aussi son congé.
le fils avait atteint l'âge de faire sa carrière. Envoyé par son père au tribunal du chef-lieu pour s'initier à la pratique des affaires sérieuses, il préféra s'engager et demanda un équipement à Pliouchkine, qui n'eut garde de s'exécuter. Enfin, la dernière fille étant venue à mourir, le vieillard demeura l'unique maître et gardien de ses richesses. La vie solitaire fournit un copieux aliment à son avarice. Cette passion possède, on le sait, un appétit de loup. Plus elle dévore, moins elle se rassasie. Les sentiments humains, déjà peu profonds en lui, allaient toujours diminuant. Cette ruine ambulante se dégradait de jour en jour, comme pour confirmer son opinion sur messieurs les militaires. Son fils perdit une grosse somme aux cartes. Il lui envoya de tout cœur sa malédiction et ne s'intéressa plus dorénavant à son existence. Il condamna peu à peu toutes les fenêtres de son logis, sauf 2. Encore l'une d'elles portait-elle, comme nous le savons, un emplâtre de papier. D'année en année, il perdit de vue les principales branches de son exploitation, pour consacrer une mesquine attention aux plumes et aux rogatons qu'il collectionnait dans sa chambre. Il devenait de plus en plus intraitable avec les acheteurs des produits de son domaine. Las de ce continuel marchandage, les chalands l'abandonnèrent en déclarant que c'était un démon fait homme. Le foin et le blé pourrissaient. Les meubles métamorphosés en fumier auraient pu fournir un bon engrais pour la culture des choux. Dans les celliers, la farine pétrifiée appelait la hache. On craignait de toucher aux draps, toiles et autres tissus domestiques. Il n'était plus que poussière. Pliouchkine avait déjà oublié le compte de ses richesses, mais se rappelait qu'à tel endroit du buffet, un carafon contenant un reste de ratafia portait une marque faite par lui pour empêcher ses gens de le vider subrepticement. Il savait aussi la place exacte de toutes ses plumes, de tous ses bouts de cire. Cependant, les rentrées s'effectuaient régulièrement. Les paysans payaient la même redevance, les femmes apportaient la même dîme de noix, de tisserandes. Les tisserandes livraient le même nombre de pièces de toile. Tout cela s'empilait dans les granges, croupissait, se faisait haillons et pourriture. Et Pliouchkine lui-même devint finalement une loque humaine. Alexandra Stepanovna vint une fois ou 2 avec son petit garçon. Essaya d'obtenir quelque chose. La vie de garnison ne présentait sans doute plus le même attrait qu'avant l'hyménée. Pliouchkine daigna lui pardonner, laissa même l'enfant jouer avec un bouton trouvé sur la table, mais ne se fendit pas d'un liard. Alexandra Stepanovna revint plus tard, en amenant cette fois 2 garçons, une brioche et une robe de chambre. Celle du papa faisait honte à voir. Pliouchkine caressa ses 2 petits-fils, les prit sur ses genoux, joua au cheval avec eux, accepta la brioche et la robe de chambre, mais ne desserra pas les cordons de sa bourse. Alexandra Stepanovna en fut pour ses frais. Tel était le personnage qui se tenait devant Tchitchikov. Pareil phénomène se rencontre, avouons-le, rarement en Russie, où toute chose préfère s'épanouir plutôt que se contracter. Il frappe d'autant plus que tout à côté, on peut rencontrer un galant homme qui mène la vie à grande guide, s'y conforme à notre largeur d'esprit et brûle, comme on dit, la chandelle par les 2 bouts, en voyant la demeure de ce bon vivant. Le voyageur stupéfait se demande quel prince, régnant, a eu la fantaisie de bâtir son palais parmi ces obscures gentilhommières. Une multitude de cheminées, girouettes, belvédères couronnent un beau corps de logis en pierre blanche, flanqué d'ailes et de nombreux pavillons pour les invités. Bals et spectacles alternent. La nuit entière, des musiques retentissent au jardin, illuminé de feux et de lampions. Joyeuse et parée, la moitié d'une province se promène sous les charmilles, sans voir qu'il y a de sinistre
sans voir ce qu'il y a de sinistre dans ce brutal éclairage qui, décolorant de ci de là quelques branches, la projette en une pose théâtrale hors des buissons, tandis que le ciel nocturne se fait plus sombre, plus menaçant, et que les grands arbres, dont les cimes frissonnantes paraissent se perdre plus loin dans les ténèbres impénétrables, s'indignent de l'éclat artificiel qui frappe d'en bas leurs racines. Durant quelques minutes, Tchitchikov resta planté devant Pliouchkine, silencieux. Déconcerté par l'aspect hétéroclite du logis et du maître, il demeurait impuissant à engager la conversation. Ne sachant en quels termes expliquer le motif de sa visite, il allait dire à Pliouchkine que le renom de sa vertu l'avait incité à lui payer personnellement un juste tribut d'hommage. Mais une dernière œillade sur le bric-à-brac le convainquit que le mot « vertu » serait avantageusement remplacé par « ordre » et « économie ». Il se reprit aussitôt et déclara qu'ayant entendu prôner son esprit d'économie et son habileté à gérer ses biens, il avait jugé bon de venir en personne l'assurer de son respect. Il eût pu sans doute invoquer un meilleur prétexte, mais il n'en trouva pas d'autre sur le moment. En réponse, Pliouchkine marmotta. Je ne dirais pas entre les dents, car il n'en avait plus, mais entre les lèvres, quelques sons inintelligibles qui sans doute voulaient dire que le diable t'emporte, toi et ton respect. Mais les lois de l'hospitalité sont chez nous si puissantes qu'un grigou lui-même ne saurait les transgresser. Il ajouta donc d'une manière plus distincte « Prenez place, je vous prie. Je ne reçois plus de visites depuis longtemps, et j'avoue n'en pas voir l'utilité. Quelle maudite coutume! Il faut planter là ses affaires et encore donner du foin aux chevaux de ces messieurs. J'ai dîné depuis longtemps. Ma cuisine est petite, basse. Le fourneau est tout délabré. Si je le faisais allumer, je risquerais de mettre le feu à la maison. Charmant, se dit Tchitchikov. J'ai bien fait d'avaler chez Sobakevitch, un ramequin et un morceau de mouton. Et figurez-vous qu'il ne me reste pas un seul bouchon de foin, continuait Pliouchkine. Comment d'ailleurs pourrait-il en être autrement? Je n'ai qu'un pauvre lopin de terre. Mes paysans se croisent les bras, ne rêvent que beuverie. Vous verrez que sur mes vieux jours, ils me réduiront à la besace. On m'avait pourtant dit, insinua Tchitchikov, que vous possédiez plus de 1000 âmes. Qui vous a dit ça? Un mauvais plaisant. Vous auriez dû, monsieur, lui cracher à la figure, car il s'est gossé de vous. 1000 âmes. Allez donc les compter, vous verrez ce qu'il en reste. Depuis 3 ans, la maudite fièvre chaude m'en a emporté des tas. Vraiment? S'exclama Tchitchikov, d'un ton de commisération. Oui, monsieur. Beaucoup. Et combien à peu près, si vous me permettez cette question? 80 âmes. Pas possible. Je n'ai pas coutume de mentir, monsieur. Encore une question. Ces âmes, vous les comptez, je suppose, depuis le dernier recensement. Ce ne serait encore rien. Si nous remontons jusque-là, il faut bien en compter 120. 120, dites-vous. Est-ce possible? S'écria Tchitchikov, tellement stupéfait qu'il en demeura bouche bée. Je suis trop vieux pour m'amuser à mentir, monsieur. Je marche sur 70 ans, rétorqua Pliouchkine, qui parut offensé de cette exclamation presque joyeuse. Tchitchikov sentit l'inconvenance de témoigner si peu d'intérêt au malheur d'autrui. Poussant aussitôt un soupir, il assura Pliouchkine de sa compassion. « Qu'ai-je à faire de votre compassion ?» fit le bonhomme. « Je ne saurais l'empocher. J'ai pour voisin un capitaine. Dieu sait d'où il sort. Il se prétend mon parent. Mon oncle, crie-t-il en me baisant la main, et dès qu'il commence à compatir, il me hurle à rompre les oreilles. Un grand amateur de 3-6 à en juger par sa trogne cramoisie. Il a sans doute mangé son avoir en menant la vie d'officier, à moins qu'il ne se soit fait plumer par une comédienne. Voilà pourquoi il juge bon de me plaindre. » Tchitchikov tenta d'expliquer que sa compassion ne ressemblait pas à celle du capitaine,
et prétendit la lui témoigner autrement qu'en vaines paroles. Par exemple, il s'offrait à payer à sa place la capitation pour tous les paysans si malencontreusement décédés. La proposition parut interloquer Pliouchkine, écarquillant les yeux. Il dévisagea longuement Tchitchikov et finit par lui demander « Dites-moi, mon bon monsieur, n'auriez-vous pas été militaire ?»« Non, » répondit avec malice Pavel Ivanovitch, « j'ai servi dans le civil. »« Dans le civil ?» répéta Pliouchkine en mâchonnant des lèvres. « Mais alors vous n'ignorez pas que de ce fait, vous subirez une perte. »« Pour vous être agréable, je la subirai volontiers. »« Ah, cher monsieur, à mon bienfaiteur !» s'exclama Pliouchkine, sans remarquer dans sa joie que le tabac lui coulait du nez sous forme de marc de café et que les pans de sa sous-quenille s'entr'ouvraient sur un vêtement fort peu présentable. Quelle consolation vous apportez à ma vieillesse, ah Seigneur, à saint du paradis. Pliouchkine n'en put dire davantage. Mais au bout d'un instant, la joie qui avait soudain animé ce visage de bois céda la place à une préoccupation aussi subite. Il s'essuya même avec son mouchoir, le pelotonna et s'en épongea la lèvre supérieure. « Permettez-moi une question. Comptez-vous payer l'impôt tous les ans? M'en remettrez-vous le montant ou le verserez-vous directement à qui de droit? Nous allons tout simplement passer un contrat de vente, comme s'ils étaient vivants et que vous me les cédiez. » « Oui, évidemment, un contrat de vente, » fit Pliouchkine en reprenant son mâchonnage. « Mais cela fera des frais. Nos besauchards ont les dents longues. Jadis, on s'en tirait avec quelques liards et un sac de farine. Maintenant, il faut une charge de gruau de choix et un billet rouge, s'il vous plaît. » Quel appétit! Je ne sais vraiment pas pourquoi personne ne les rappelle à la raison. Ne leur adresse quelques salutaires homélies qui pourraient résister à une homélie bien sentie. Tu saurais fort bien y résister, mon bonhomme, songea Tchitchikov, qui se déclara prêt, par égard pour lui, à prendre les frais d'acte à sa charge. Ce qu'oyant, Pliouchkine ne douta plus de la stupidité du visiteur. En vain, celui-ci prétendait-il avoir servi dans le civil. On devinait l'officier, coureur de comédienne, impuissant toutefois à dissimuler sa joie, et il souhaita tous les bonheurs possibles à lui et à ses enfants, sans se soucier s'il en avait ou non. Il s'enfuit à la fenêtre, frappa au carreau, appela « Hola, Prochka !» Au bout d'une minute, un tapage prolongé s'éleva dans l'antichambre. Enfin, la porte s'ouvrit, livrant passage à Prochka, gamin de 13 ans, chaussé de bottes si grandes qu'il faillit les perdre en marchant. On s'étonnera de le voir ainsi empêtré. Disons tout de suite, pourquoi? Tous les domestiques de Pliouchkine n'avaient à leur disposition qu'une paire de bottes, toujours déposées dans l'antichambre. Quand l'un d'eux s'entendait appeler, il traversait pieds nus toute la cour en sautillant, mais enfilait les bottes avant de pénétrer dans l'appartement. En sortant, il les remettait en place et se retirait sur ses propres semelles. En regardant par la fenêtre par un matin d'automne, à l'époque où les premières gelées blanches on eût pu voir toute la valetaille exécutée des entrechats que ne réussiraient sans doute pas sur les planches les plus fringants des danseurs, « Regardez-moi ce museau, mon bon monsieur, dit Pliouchkine en lui désignant Prochka. Elle est bête comme une oie. Mais laissez traîner quelque chose, il mettra tout de suite le grappin dessus. Qu'es-tu venu faire ici, imbécile? Dis-le-moi. » Il observa un court silence, auquel Prochka répondit par un autre. « Prépare le samovar. Entends-tu? Donne cette clé à Mavra. Dis-lui d'aller au garde-manger. Elle y trouvera un crouton de la brioche qu'a apporté Alexandra Stepanovna. Qu'elle le serve avec le thé. Mais attends donc, Nigo, où cours-tu comme ça? Aurais-tu le diable au corps? Écoute d'abord ce qu'on te dit. Le crouton est un peu moisi. Qu'elle gratte le dessus avec un couteau. Surtout qu'elle ne jette pas les miettes, mais elle les porte au poulailler. Et toi, l'ami, garde-toi d'entrer dans la dépense. Sans cela, tu goûteras des verges. Tu as déjà bon appétit, cela te l'aiguisera encore davantage. Essaie de te faufiler dans la dépense. Je te surveillerai de la fenêtre. Impossible de se fier à eux, continua-t-il en se tournant vers Tchitchikov. Après que Prochka
et ses bottes se furent éclipsées, mais aussitôt, la méfiance à l'égard de son hôte se glissa en lui. Pareille libéralité lui parut invraisemblable. Après tout, songea-t-il, ce n'est peut-être qu'un hâbleur, comme tous ces prodigues. Pour se faire offrir un verre de thé, il vous en compte tant de toutes les couleurs, et puis, après, adieu, je t'ai vu. Aussi, par mesure de précaution, et désireux de l'éprouver, insinua-t-il que mieux vaudrait dresser l'acte sans plus tarder, l'homme n'étant jamais sûr du lendemain. Tchitchikov se montra prêt à dresser l'acte à l'instant même. Il exigea seulement une liste exacte des paysans. Ce langage tranquillisa Pliouchkine. Il parut s'aviser de quelque chose, prit ses clés, ouvrit la porte du buffet, fureta longtemps parmi les verres et les tasses, prononça enfin « J'avais pourtant un excellent ratafia. Mais Pandare de Jean l'aurait-il bu? Je n'arrive pas à mettre la main dessus. Attendez, ne serait-ce pas cela ?» Tchitchikov lui vit aux mains un carafon tout empoussiéré. « Il provient de feu ma femme. Cette coquine d'économe n'en avait cure. Elle ne bouchait même pas le flacon. Toutes sortes de bestioles s'y étaient noyées. Mais je les ai retirées. Le voici de nouveau bien net. Je m'en vais vous en verser un petit verre. » Peu soucieux de goûter ce nectar, Tchitchikov s'excusa. Il avait assez bu et mangé pour aujourd'hui. « Vous avez aussi assez bu et mangé ?» dit Pliouchkine. Évidemment, on reconnaît tout de suite l'homme de bonne compagnie. Il n'a pas besoin de manger pour être rassasié, tandis que le premier friponneau venu, vous n'arriverez jamais à le rassasier. Tenez par exemple le capitaine. « Mon oncle, dit-il, quand il vient me voir, faites-moi servir quelque chose. Je ne suis pas plus son oncle qu'il n'est mon grand-père. » N'ayant rien chez lui à se mettre sous la dent, il se fait héberger par les autres. Mais, pardon, voulez-vous une liste de tous ces vauriens? Parfait. J'en ai justement dressé une, afin de les rayer lors du prochain recensement. Pliouchkine mit ses lunettes, farfouilla dans ses papiers, défit un tas de paquets. La poussière qu'il soulevait fit éternuer son hôte. Il dénicha enfin une feuille toute couverte d'inscriptions. Les noms des paysans s'y pressaient comme des moucherons. Il y en avait de toutes sortes. Paramonov, Pimionov, Pantéléimonov, et jusqu'à un certain Grigori va toujours et tu n'arriveras pas. Plus de 120 en tout. À la vue de cette multitude, Tchitchikov sourit et mit la feuille en poche. Il rappela alors à Pliouchkine qu'il devait venir en ville pour passer le contrat. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne soirée et à bientôt.